Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition d'Information à la une. Nouveau rebondissement dans le dossier Starlink. Le tribunal administratif donne raison à 4 particuliers qui voulaient importer leur matériel. Le cadre légal devait être sécurisé hier à l'Assemblée, mais les textes n'ont pas abouti. Les doléances de FO Polynésie portées jusqu'à Paris. Christian Grolier, secrétaire général de la Fédération générale des fonctionnaires FO, est en mission sur le territoire. Après l'Assemblée générale avec les représentants locaux ce matin, il sera notre invité en plateau. La bonite veut retrouver sa place dans les assiettes à Taravo. Les élèves du lycée agricole John Doom ont présenté plusieurs recettes à des professionnels. Objectif, redonner de la valeur à cette ressource locale qui présente un vrai potentiel. Le top départ de la Tahiti Pearl Regatta sera donné ce soir à 19h. Mais au-delà de la course, l'événement, c'est aussi le partage d'une passion avec le grand public. Les familles, on peut découvrir de nouvelles sensations aux côtés des amoureux de la mer ce matin à Aroué. Starlink revient au cœur du débat. Le tribunal administratif vient de donner raison à 4 particuliers qui voulaient importer leur matériel, mais cette décision ne règle pas tout. Le cadre actuel posé par le gouvernement continue de s'appliquer, même s'il est lui aussi contesté. Hier, l'Assemblée devait justement sécuriser ce dossier, mais les textes n'ont pas abouti. Les explications dans ce reportage. Dans le dossier Starlink, le pays perd une nouvelle manche devant la justice. Hier, le tribunal administratif a annulé l'arrêté pris en Conseil des ministres en juillet 2025. Un texte pour encadrer l'importation de certains équipements de télécommunications. Cette décision de justice a été obtenue par 4 particuliers qui contestaient le refus d'importer leur matériel. Le Conseil des ministres ne peut pas délibérer par arrêté s'il ne se réfère pas en fait aux conditions qui ont été posées par la loi de pays dans le Code des postes et télécommunications. Ce que le Conseil des ministres avait fait, c'est qu'il avait rajouté une nouvelle condition. Il avait dit on ne peut pas importer des équipements qui permettent de contourner les prestations qui sont assurées aujourd'hui par les opérateurs locaux. Sauf que cette nouvelle condition qui a été posée par le Conseil des ministres, elle n'était pas du tout prévue dans la loi de pays. Conséquence directe pour les 4 requérants, la Direction générale de l'économie numérique, la DGEN, devra leur délivrer une autorisation de conformité. Mais cette décision ne signifie pas que l'importation de Starlink est désormais libre pour tous, car entre-temps, le pays a pris un nouvel arrêté en octobre 2025. Celui-ci reste en vigueur, même s'il est également contesté devant la justice. Alors ça, c'est le juge administratif qui va certainement nous donner la réponse d'ici quelques semaines, parce qu'il y a eu aussi des contentieux sur le deuxième arrêté, l'arrêté d'octobre, et il y a un risque, effectivement, il y a un risque qu'il soit lui aussi annulé. La position du juge administratif aujourd'hui, c'est d'énoncer, en tout cas sur le premier arrêté, le second on ne sait pas encore, mais que le Conseil des ministres n'était pas dans une situation d'application de disposition loi du pays, et effectivement pour sécuriser le régime juridique relatif à l'importation et à l'utilisation de matériel de type Starlink, la loi du pays était le véhicule adapté. Face à cette incertitude juridique, le gouvernement voulait justement réécrire les règles à travers les 2 projets de loi de pays relatifs aux télécommunications présentés hier à l'Assemblée. Le premier a été rejeté, le deuxième retiré par le président du pays. Le deuxième projet de loi du pays sur les télécommunications extérieures, c'est celui-là qui venait encadrer l'importation et l'utilisation de matériel Starlink, entre autres, mais il se fondait aussi sur la partie relative à la segmentation du premier projet de loi du pays. Et c'est pour ça que le président du coup a retiré le deuxième texte, parce qu'il ne peut pas exister sans le premier. Les conséquences, il faudra qu'il les assume, puisqu'aujourd'hui donc, on n'a pas d'encadrement de tout ce qui est terminaux Starlink. Eh bien, demain, ça veut dire que n'importe qui, dès lors que le tribunal aura annulé l'arrêté CM, et il l'a indiqué qu'il le ferait s'il n'y avait pas de LP, cette LP elle a été retoquée, eh bien c'est open bar. Je ne sais pas si c'est la peine de représenter ces textes, si c'est les mêmes représentants, parce qu'on va avoir droit aux mêmes inepties. Sans nouveau cadre, le dossier reste donc suspendu aux prochaines décisions du tribunal.
Si l'arrêté d'octobre venait lui aussi à être annulé, l'importation de matériel Starlink pourrait s'ouvrir plus largement. Une possibilité qui pourrait avoir un impact sur les opérateurs locaux. À l'échelle nationale, il est le porte-parole des travailleurs de la force ouvrière. Le secrétaire général de la Fédération des fonctionnaires FO est actuellement en mission sur le territoire. Avant d'échanger avec lui en plateau, on revient sur l'Assemblée générale qui s'est tenue ce matin avec les représentants locaux du syndicat. L'occasion de recueillir les doléances de chacun et d'évoquer les dossiers sensibles. Le reportage de Sophie Guébel et Jeanne Tinouroy. Depuis lundi, Christian Grolier enchaîne les rencontres avec les représentants des services de l'État en Polynésie. Ce matin, aux côtés des responsables locaux de Force ouvrière, le secrétaire général de la Fédération FO Fonction publique est venu prendre le pouls des administrations. Objectif, faire remonter les principales difficultés rencontrées par les agents au Fénois. Une tournée marquée notamment par une rencontre avec le haut-commissaire. Au cœur des discussions, le retour des fonctionnaires originaires de Polynésie. Comment on peut faire pour faire évoluer ça pour que le Polynésien qui parte ait une certaine garantie de retour? Aujourd'hui, le plus grand exemple, c'est les collègues du pénitentiaire. Ils sont à peu près 800 collègues en métropole qui attendent de revenir. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de maintenir les postes budgétaires dans un cadre qui est extrêmement contraint de volonté de réduction des dépenses publiques de la part de l'État. Parmi les autres secteurs concernés, l'éducation. En Polynésie, de plus en plus de jeunes se présentent au concours de l'enseignement, mais beaucoup se retrouvent sans perspective claire d'affectation sur le territoire. Il faudrait qu'ils aient une visibilité sur 7 ou 8 ans pour qu'ils puissent, dès la première, commencer à se spécialiser, puisqu'il y a des spécialités maintenant en première, se spécialiser dans des matières où il y aurait des postes disponibles et où ils pourraient être employés en Polynésie, parce que notre jeunesse a envie d'une chose, c'est de travailler pour notre pays. Autre dossier sensible abordé ce matin, l'indemnité temporaire de retraite. L'ITR, un dispositif dont l'extinction progressive est programmée en Polynésie à compter du 1er janvier 2028. On espère seulement qu'on arrive à avoir gain de cause au moins sur un taux de remplacement de 75%, ce qui est la réalité du coût de la vie en Polynésie. Donc on espère vraiment que ce point-là sera entendu en tous les cas au niveau de Bercy et au-delà. À travers cette tournée, Force ouvrière entend maintenir la pression sur l'État et rappeler les spécificités de la Polynésie dans la gestion de la fonction publique. Une tournée qui doit également permettre de préparer les prochaines échéances syndicales. Le secrétaire général de la Fédération générale des fonctionnaires FO est sur notre plateau, Christian Grolier. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes au Fénois jusqu'au 28 mai, à quelques mois des élections professionnelles dans la fonction publique. Votre passage intervient dans un contexte social tendu, manque d'effectifs, bâtiments vétustes ou inadaptés, pouvoir d'achat, rémunération en arrêt maladie, retour des fonctionnaires polynésiens, on vient d'en parler. Déjà, quel est le message que vous portez aux agents de la fonction publique à quelques mois, je le rappelle, des élections professionnelles? Le premier message que nous portons pour Force ouvrière, d'abord c'est leur dire que nous sommes là. Parce que les fonctionnaires, globalement, se sentent abandonnés par les différents gouvernements successifs. Et c'est vrai que ça a été, vous l'avez dit, sur tous les niveaux, le gel des salaires pour la 3e année consécutive, une rémunération qu'on réduit de 10% quand nous sommes en arrêt maladie, des problèmes pour les conditions de travail, parce qu'on réduit les budgets, donc on réduit et les effectifs et les moyens pour travailler. Donc on est là d'abord pour les soutenir et leur dire qu'on va essayer au mieux, en tout cas, de porter leurs revendications. Et concrètement, pour les organisations syndicales, qu'est-ce qui se joue? Alors ce qui se joue à travers les élections professionnelles, c'est ce qu'on appelle la représentativité. C'est-à-dire que si on reste premier, ce qui est le cas de Force ouvrière aujourd'hui, ça veut dire qu'on pèse davantage dans les négociations, puisqu'il y a un principe d'accord majoritaire. Il faut que, pour qu'un accord s'applique, les organisations qui le signent représentent 50% du personnel. Et quand on est premier, forcément, notre poids pèse beaucoup sur la signature de l'accord. Oui, à Tahiti, vous avez rencontré plusieurs corps de métiers, police, administration pénitentiaire, finances publiques, douane, enseignants de lycée professionnel. Selon vous, quelle est la priorité d'abord? Le manque d'effectifs, le manque de moyens ou l'état des bâtiments? J'allais vous dire les trois, malheureusement. Alors c'est un peu variable d'une administration à une autre. Mais par exemple, l'état des bâtiments n'était pas forcément vétuste au commissariat, dans la police. Mais par contre, des 3 bureaux dans 9 mètres carrés pour écouter des plaignants, vous imaginez bien qu'il n'y a aucune confidentialité. À l'inverse, évidemment, l'état des bâtiments dans la pénitentiaire, c'est une autre histoire. C'est extrêmement dégradé et même des bâtiments plus récents sont en difficulté parce qu'il y a des défauts de construction. Et justement, ces situations, est-ce qu'elles ont un impact sur le service rendu?
Alors c'est là qu'on peut quand même remercier les fonctionnaires, et tous les fonctionnaires, y compris l'encadrement, ce ne sont pas que les agents sur le terrain. Parce que sincèrement, quand on voit les conditions de travail et des fonctionnaires qui restent toujours dévoués et compétents, on peut considérer que ça ne se passe pas si mal que ça, y compris avec les usagers, et j'allais vous dire même y compris avec les détenus pour l'administration pénitentiaire. Donc ils ont beaucoup de mérite et franchement ils méritent d'être soutenus. Dans l'Hexagone, il y a des situations similaires? Oui, vous avez dans l'Hexagone des situations similaires, effectivement, avec des grandes difficultés, par exemple dans l'hôpital public aussi. Mais quand on se déplace en Outre-mer, notamment dans l'administration pénitentiaire, les conditions quand même sont extrêmement dégradées en matière de prison. Vous avez rencontré le haut-commissaire. Est-ce que localement, le représentant de l'État a vraiment les moyens de répondre à vos sollicitations, ou est-ce que toutes les décisions importantes restent bloquées à Paris? Alors c'est un peu quand même la particularité de la Polynésie, c'est qu'il y a des compétences partagées entre le Haut-Commissariat et le pays. Il y a bien sûr toujours les administrations parisiennes, les ministères, le gouvernement qui pèsent aussi sur les fonctionnaires de l'État. Et c'est un peu la difficulté d'arriver à articuler les priorités de certains, les compétences partagées. Donc il y a des compétences qui resteront de fait du gouvernement et des ministères, notamment en termes de choix budgétaires, etc. Mais après, on peut aussi trouver des solutions pour adapter à la Polynésie certaines situations, comme notamment les affectations. Vous allez d'ailleurs rencontrer le président du pays en fin de semaine. Oui, tout à fait, vendredi. Alors, vous le dites, la rémunération reste le nerf de la guerre. Depuis 2025, les fonctionnaires en congé maladie ordinaire perçoivent 90% de leur salaire. FO dénonce notamment les effets de cette mesure en Outre-mer, car l'indexation est aussi concernée. Oui, ce qui est un vrai scandale. D'abord, je rappelle que tout fonctionnaire, comme tout salarié, qui s'arrête de travailler est passé chez le médecin et a un arrêt de travail. Donc il n'a pas inventé son arrêt de travail, donc il n'y est pour rien quelque part si on lui a dit vous arrêtez de travailler. Bon, ensuite on nous dit, soi-disant pour lutter contre l'absentéisme, on va diminuer de 10% la rémunération. On est certain que ça ne fera rien, mais peu importe. Et là de seul coup on nous rajoute là-dessus qu'il faudrait aussi diminuer de 10% l'indexation. Comme si quand on était malade, en Polynésie, les prix baissaient de 10%. Sur ce dernier point, il y a des discussions en cours avec le gouvernement central. Alors, il y a des discussions en cours avec le gouvernement central. Alors, pas pour tous les congés, parce que les congés les plus pris dans la fonction publique, c'est ce qu'on appelle les congés de maladie ordinaire, quand on a une grippe, quand on a mal au dos, etc. Il y a des congés longue maladie pour des maladies plus graves. Et apparemment, le gouvernement, sur les congés longue maladie, va un peu revenir en arrière et va maintenir à 100% l'indexation, mais ce qui ne sera pas le cas, semble-t-il, pour les congés de maladie ordinaire. Alors la question du retour des Polynésiens, on a eu l'occasion de longuement la développer dans le sujet qui a précédé cette intervention, mais sur la retraite des fonctionnaires, on parle de l'ITR. Quelle est la revendication principale de FO aujourd'hui pour les fonctionnaires? Il me semble que les fonctionnaires polynésiens que vous avez rencontrés seraient d'accord pour cotiser sur tout, mais à quelles conditions? Oui, alors, le système de l'ITR, donc on le sait, il est en voie d'extinction. Il y a un nouveau système qui le remplace, qui est la contribution volontaire de retraite, mais qui n'a aucun intérêt, qui n'a aucun rendement, et qui est sur la base du volontariat. Donc nous, ce qu'on propose, c'est très simple. Il y a des éléments de la rémunération, il y a le salaire, il y a les primes en fonction du métier que l'on fait, et il y a l'indexation. Donc ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'on puisse cotiser sur l'ensemble des éléments. On cotise sur le salaire, sur les primes et sur l'indexation. Et comme ça, on aura, si on a une carrière complète, 75% en pension de ce qu'on gagnait quand on était en activité. Christian Grolier, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Les Jeux du Pacifique Tahiti 2027 approchent. Loin des polémiques autour des épreuves de natation, le projet Nani Nani prend forme. Cet après-midi, au lycée Samuel Ra'apoto, le comité organisateur a dévoilé une gamme de mobilier entièrement conçue à partir de palettes recyclées. Un projet écologique, éducatif et solidaire. Thomas Chabrol, Rarahumahashiang. Des palettes en bois récupérées auprès d'entreprises locales, transformées en mobilier design pour les Jeux du Pacifique. Au lycée Samuel Ra'apoto, les élèves de la filière ST2A ont imaginé et dessiné cette gamme de mobilier destinée à aménager des espaces protocolaires des Jeux. À sa grande surprise, Kayline, élève en première, voit son projet retenu. Je voulais représenter un espace assez cosy, avec des formes arrondies pour rappeler un peu le confort, par exemple. Et donc voilà, pour pouvoir aussi installer des plantes et de la végétation. Oui, j'en avais déjà fait quand j'étais jeune avec ma famille. Et j'aime aussi tout ce qui est assez minimaliste et du coup ça m'a beaucoup inspirée. Canapé, table, fauteuil, chaque pièce a été pensée pour allier fonctionnalité, identité locale et développement durable. Le projet, baptisé Nani Nani, s'est donné une seconde vie aux matériaux tout en valorisant les savoir-faire locaux.
Il y aura plusieurs déclinaisons de ces prototypes. Ce sera sûrement un peu rapproché de ce que vous voyez aujourd'hui. L'idée de ce projet, c'est qu'il soit fédérateur, de faire participer un maximum d'associations qui seront prêtes finalement à nous donner un coup de main, qui seront tous à la fin du coup de leur participation Pacific Acteurs, qui est un programme un peu plus grand que Nani Nani aujourd'hui. Pour concrétiser ces prototypes, plusieurs établissements et centres de formation ont participé à la fabrication. Le lycée d'Uturoa, le lycée de Fa ainsi que les CFPA de Pirée et Taravao. On a fait le choix notamment de choisir la table basse. On a essayé de se mettre dans la peau d'une association pour pouvoir la réaliser, c'est-à-dire que faire avec très peu de moyens, parce qu'on s'est dit que les associations en Polynésie n'ont pas forcément un plateau technique équipé de raboteuses, de dégauchisseuses. Le projet entre désormais en phase de production avec les mains volontaires des associations et professionnels de l'insertion. Valorisation des anciennes palettes de bois par la jeunesse, valorisation également d'un poisson longtemps délaissé au profit du temps, la bonite. Les élèves du lycée agricole John Doom de Taravao ont présenté plusieurs plats à des professionnels de la transformation. Objectif, montrer le potentiel de cette ressource locale et ouvrir la voie à une véritable filière. Reportage de Davidson Bennett. Dans le cadre d'un projet mené avec la direction des ressources marines, les élèves de la filière PIPAC ont travaillé pendant plusieurs mois sur des produits semi-transformés à base de bonite. Des préparations destinées aux cantines scolaires, 7 recettes ont été présentées et dégustées par les invités. Et les élèves et l'équipe ont travaillé pendant une année sur trouver des idées pour remettre au goût du jour la bonite qui était, on va dire, un peu la mal aimée par rapport au thon qui est maintenant le premier poisson le plus vendu en Polynésie. Les retours ont été positifs. Parmi les produits qui ont le plus séduit, la bonite fumée, mais aussi le hachis de bonite, une alternative locale qui pourrait bientôt trouver sa place dans les cantines scolaires. Aujourd'hui, avec les différentes façons de conserver et de valoriser que les élèves ont pu mettre en valeur aujourd'hui, je trouve ça vraiment génial. Et donc je pense qu'il y a, on va dire, un avenir justement prometteur pour cette filière-là. Donc, faites-toi à eux. Pour les professionnels de la transformation, cette valorisation représente aussi un enjeu économique important. Le poisson, quand on l'achète frais, une bonite notamment, on va le conserver 3-4 jours maximum au frais à la maison. Et aujourd'hui, de pouvoir transformer ce produit-là et de le fumer, on va passer de 3-4 jours à quasiment 3-4 semaines. Donc du coup, au lieu d'avoir 2-3 jours pour vendre, pour écouler mes produits, j'aurai 4 semaines. Donc en termes de revalorisation, c'est plus que profitable en tout cas à la personne à l'entreprise qui va le transformer. Au-delà du goût, c'est une filière que ce projet veut relancer. Car autrefois très consommée en Polynésie, la bonite a progressivement perdu sa place dans les habitudes alimentaires. Aujourd'hui, grâce à l'innovation et au travail des élèves, ce poisson emblématique du Fénois pourrait bien revenir sur les étals et dans les assiettes. La mer offre aussi des sensations uniques à ceux qui voguent sur l'eau. La Tahiti Pearl Regatta démarre aujourd'hui. Avant la course, place à la découverte pour les enfants et les familles volontaires. Ce matin, à Roué, le grand public a pu rejoindre les équipages engagés et hisser les voiles à leur côté. Désiré Teivao est lui aussi monté à bord. Regardez. Allez, on y va. Avant la compétition, place au partage. Entre Aroué et Mahina, les conditions sont idéales pour naviguer. À bord, Poé et sa famille découvrent les manœuvres, le fonctionnement d'un bateau et surtout les sensations de la navigation à la voile. C'était bien, mais c'est vraiment sportif le fait d'avoir un voilier dessus. Et du coup, on a eu un peu de vent. On a l'impression en fait que ça chavire le voilier, mais non. Merci l'équipage, ils ont été au top. C'est une bonne équipe en fait. C'est grâce à eux. Christophe et son équipage sont de leur côté ravis de pouvoir partager leur passion.
On a accueilli une petite famille à bord et c'était un petit peu rude au départ, on a eu un peu de vent. Voilà, on a adapté, on a réduit la voile, c'est-à-dire qu'on a pris un riz puis un deuxième riz. Et puis c'était un petit peu dynamique. On a fait ça l'année dernière aussi à Ariatea où donc on a accueilli pas mal d'enfants et puis plein de familles. Là, c'était très, très agréable, c'est un moment de partage tout à fait pour faire découvrir la voile qui est notre loisir préféré. Après cette journée de partage, place à la compétition. Le départ de la première régate sera donné ce soir à 19h à Mahina, dans la baie de Matavai. Avant de se quitter, je vous rappelle le rendez-vous que vous donne ce soir notre rédaction. Un nouveau numéro de notre émission Débat Touati. Le thème, la protection sociale généralisée avec cette grande question. Notre système peut-il encore tenir et comment? Depuis le CESEC, Mike Liral et ses invités ouvriront plusieurs pistes de réflexion. L'émission sera également diffusée sur notre site internet et notre page Facebook. Je vous propose d'en découvrir quelques extraits. Regardez. Même les médecins hospitaliers le disent, ils voient arriver des cas cliniques absolument catastrophiques chez des gens jeunes. Donc ça veut dire des cas pour lesquels on aurait peut-être pu faire des choses avant et sont souvent soignés, diagnostiqués tard, d'où les traitements de plus en plus onéreux. Est-ce que vous avez vu un politique face aux problèmes de prévention prendre des décisions? Non. Après, il y a des chiffres qui font peur, mais c'est vrai que 50% de la population qui a plus de 50 ans est en longue maladie. Il n'y a pas que les pathologies qui sont citées sur ce plateau. Il y a aussi un nouveau phénomène qu'on observe, c'est surtout le mal-être au travail, les situations de harcèlement et de souffrance. Aujourd'hui, les gens ne se rendent plus compte de ce que ça coûte. Alors, je ne sais pas s'il faut le mettre aussi chez les salariés, mais un patenté affilié au régime RNS, il ne commence à percevoir ses indemnités journalières qu'au bout du 15e jour. De dissocier ceux qui sont réellement malades et qui ont besoin, on parlait de maladies chroniques, donc long terme, effectivement, qui ont besoin de soutien, on ne peut pas les abandonner. Et à côté de ça, il y a ceux qui sont les malades en devenir. Donc des personnes qui aujourd'hui ont des mauvais comportements, obésité et autres, et qui vont nous amener à compliquer la situation. Lorsque vous faites un crédit bancaire, vous faites un test sanguin, et en fonction de vos résultats, les frais que vous allez régler en assurance ne seront pas les mêmes. Votre émission Touati sur la PSG, c'est ce soir sur TNTV. Mais avant, votre magazine de 0 à 100 km/h et un nouvel épisode d'Un plat, un talent, une formation. On se retrouve demain pour votre édition d'information. Je vous laisse profiter de ces quelques images de la tortue Kurt qui a retrouvé sa liberté après plusieurs mois de soins, un moment immortalisé du côté de Te Ahupu'o. Très belle soirée à tous.